O. Henry, le triangle social. Sur le coup de 6 heures, Heike Schlegel-Fritz posa son fer à repasser. Heike était apprenti chez un tailleur, parce qu'il y a autre chose que des apprentis chez les intailleurs. En tout cas, Heike travaillait, coupait, pressait, reprisait, repassait, raccommodait toute la journée dans la boutique embuée d'un tailleur. Mais lorsque le travail était fini, Heike attachait sa voiture aux étoiles que son firmament lui laissait entrevoir. C'était un samedi soir et le patron posa 12 $ crasseux et durement gagnés dans sa main. Heike procéda rapidement à quelques ablutions discrètes, mit son faux col, sa cravate, son manteau et son chapeau, et sortit dans la rue pour se mettre à la poursuite de son idéal. Car chacun de nous, lorsque le travail de la journée est terminé, doit poursuivre son idéal. Que ce soit l'amour, ou les 3 cartes, ou le salmi de homard, ou le suave silence de la bibliothèque. Considérez Heike parcourant la rue sous le métro aérien qui rugit entre les rangées de sordides boutiques. Pâle, courbé, insignifiant, malpropre, condamné à vivre pour toujours dans la pénurie du corps et de l'esprit, cela n'empêche pas de marcher fièrement en balançant sa canne bon marché et en projetant bruyamment dans l'atmosphère l'exhalation de sa cigarette. Regardez-le et vous percevrez qu'il nourrit dans son sein étriqué le bacille de la société. Les jambes d'Heike le transportèrent jusqu'à l'intérieur de ce fameux lieu de plaisir connu sous le nom de café Malginis, fameux parce que c'était le quartier général de Billy McMahon, le grand homme le plus merveilleux, pensait Heike, que le monde eût jamais produit. Billy McMahon était le roi du district. Sous ses mains qui répandaient la manne, le tigre populaire ronronnait. Au moment où Heike entra, Max Mahon, puissant, terrifiant et congestionné, se tenait au centre d'un groupe enthousiaste de lieutenants et d'électeurs. Il paraît qu'il y avait eu une élection. Une victoire signalée avait été remportée. La cité avait été balayée par une irrésistible avalanche de votes. Heike se glissa le long du bar et, le cœur battant, contempla son idole. Comme il était magnifique, Billy McMahon, avec son vaste visage rieur et puissant, ses yeux gris perçants comme ceux d'un faucon, sa bague ornée d'un diamant, sa voix semblable aux éclairs d'un corps de chasse, ses airs princiers, sa poche généreuse pleine d'argent, ses apostrophes brillantes et amicales. Ah, quel conducteur d'hommes c'était là! Comme il éclipsait tous ses lieutenants, bien qu'ils parussent eux-mêmes vastes et sérieux, avec leurs mentons bleus et leurs mines importantes, et leurs mains plongées profondément dans les poches de leurs pardessus courts. Mais Billy, oh, les mots sont impuissants à vous dépeindre la gloire et l'auréole dont les yeux d'Heike l'entouraient. Le café Malginis retentissait des échos de la victoire. Les barmen, en veste blanche, jonglaient fébrilement avec les bouteilles et les verres. L'atmosphère était embrumée et embaumée à la fois par la fumée d'une vingtaine de cigares de choix. Des vassaux pleins d'espoir venaient serrer la main de Billy McMahon. Et dans l'âme adoratrice d'Heike Schlegel-Fritz venait de naître soudainement une idée audacieuse, impulsive et irrésistible. Il parvint à se faufiler jusqu'au centre du groupe où se tenait Sa Majesté et lui tendit la main. Billy McMahon la prit sans hésiter et la serra en souriant. Frappé de démence maintenant par les dieux qui étaient sur le point de le perdre, Heike dégaina sa rapière et chargea sur l'Olympe. « Permettez-moi de vous offrir une tournée, Billy, dit-il familièrement, à vous et à vos amis. »
Avec plaisir, mon vieux, répondit le grand homme, juste pour ne pas en perdre l'habitude. À ces mots, la dernière étincelle de raison d'Heike s'envola. Champagne cria-t-il au barman en agitant une main tremblante. 3 bouteilles parurent sur le comptoir, les bouchons sautèrent et le vin pétillant remplit les longues rangées de verres posés sur le comptoir. Billy McMahon prit son verre et fit un signe de tête à Heike en souriant majestueusement. Les lieutenants et les satellites prirent leur verre à leur tour et proclamèrent « À votre santé !» Heike, délirant, avala son nectar. Tout le monde but. Heike jeta sur le comptoir un paquet de dollars représentant son salaire hebdomadaire. Merci, dit le barman en empochant les billets. La foule se referma autour de Billy McMahon. Quelqu'un se mit à raconter la manière dont Brannigan avait mené la bataille dans le 11e. Heike s'appuya sur le bar pendant quelques instants, puis il sortit. Il descendit Hester Street, remonta la rue Christie, redescendit vers Delancey Street, qu'il où il habitait, et monta chez lui. Dès qu'il fut entré, sa mère, une femme qui affectionnait la boisson, et ses 3 sœurs se précipitèrent sur lui et lui réclamèrent l'argent de sa paye. Et lorsqu'il eut confessé l'emploi qu'il en avait fait, elles se mirent à hurler et à le vilipender avec la vigueur oratoire en usage dans le quartier. Mais au moment même où elles le secouaient et le frappaient, Heike restait plongé dans son extase. Sa tête était dans les nuages. Son char était accroché aux étoiles. À côté de ce qu'il avait accompli, la perte de ses gages et le braiement des voix familiales n'étaient que simples peccadilles. Il avait serré la main de Billy McMahon. Billy McMahon avait une femme qui avait fait graver ainsi son nom sur ses cartes de visite. Mrs. William Darath McMahon. Ces cartes étaient la source de certaines vexations, car, si petites fussent-elles, il existait des maisons dans lesquelles elles ne pouvaient être introduites. Billy McMahon était un dictateur de la politique, une tour inexpugnable en affaires, un grand mogol. Il était craint, aimé et obéi par ses gens. Il était en passe de devenir riche. Les journaux quotidiens avaient toujours une douzaine d'hommes sur sa piste qui étaient chargés de recueillir ses moindres paroles. Il avait même eu l'honneur d'une caricature qui le représentait tenant le lion populaire en laisse. Mais le cœur de Billy était parfois ulcéré. Il y avait une catégorie d'hommes dont il était séparé, mais qu'il regardait avec les yeux de Moïse lorsque celui-ci jetait ses regards sur la terre promise. Lui aussi avait son idole, tout comme Heike Fritz. Et quelquefois, désespérant de l'atteindre, il trouvait à ses autres succès un goût de cendre et de poussière. Et Mrs. William Darhaf McMahon arborait une expression de mécontentement sur son visage rondelet mais agréable, et parfois le bruissement de sa robe de soie ressemblait à un soupir. Ce soir-là, il y avait dans la salle à manger d'une hôtellerie renommée, où la mode d'art même à exhiber ses charmes, une pimpante et brillante assistance. Billy McMahon et sa femme étaient assis à l'une des tables. Ils gardaient tous les deux, la plupart du temps, le silence, car les joies qu'ils éprouvaient n'exigeaient point le secours du langage. Il y avait peu de diamants dans la salle qui puissent éclipser ceux de Mrs. McMahon. Le garçon apportait à leur table les plus précieuses bouteilles de vin. Bien que Billy, dans son élégant smoking, arborât sur son visage poli et massif une certaine expression de mélancolie,
Il avait cependant fière allure et ne le cédait sur ce point à aucun autre des dîneurs. À 4 tables de là était assis, tout seul, un homme de haute taille, svelte, d'une trentaine d'années, au regard triste et pensif, aux mains fines et particulièrement blanches, et dont le visage était souligné d'une barbe à la Van Dyck. Son menu se composait de filets mignons, de biscottes et d'eau minérale. Cet homme était Cortlandt Van Winkink, un homme qui valait 80 millions. Il les avait hérités de son père et conservait un siège sacré dans le cercle exclusif de la haute société mondaine. Billy McMahon ne parlait à personne autour de lui parce qu'il ne connaissait personne. Van Winkink tenait les yeux baissés sur son assiette parce qu'il savait que tous les regards de la salle cherchaient à accrocher son regard. Il avait le pouvoir de sacrer chevalier et de dispenser le prestige par un simple signe de tête. Et il se gardait prudemment de créer une aristocratie trop étendue. Et alors Big McMahon conçut et exécuta l'action la plus audacieuse et la plus saisissante de sa vie. Il se leva tranquillement, se dirigea vers la table de Cortlandt Van Winkink et lui tendit la main. Monsieur Van Winkink, dit-il, j'ai entendu que vous avez l'intention de faire quelque chose pour les pauvres gens de mon district. Je suis McMahon, savez-vous? Eh bien, dites si c'est vrai. Je ferai tout ce que je pourrai pour vous aider. Et quand je dis quelque chose, vous savez, c'est comme si ça y était. Vous pouvez me croire. Les yeux plutôt sombres de Van Winkink s'illuminèrent. Il se leva, redressa sa haute taille et serra la main de Billy McMahon. Je vous remercie, monsieur McMahon, dit-il de sa voix profonde et sérieuse. J'ai en effet pensé à quelque chose de ce genre. Oh, je serais très heureux de votre appui. C'est un plaisir pour moi d'avoir fait votre connaissance. Billy retourna s'asseoir à sa table. Son épaule frémissait encore de l'accolade que venait de lui être décernée par la royauté. Une centaine de regards, pleins d'envie et d'admiration toute neuve, étaient maintenant dirigés sur lui. Mrs. William Durham McMahon manifestait des frémissements extatiques, de telle sorte que le feu de ses diamants frappait violemment tous les regards. Et bientôt il apparut qu'à de nombreuses tables, il y avait un tas de gens qui se rappelaient tout à coup qu'ils avaient eu le plaisir de faire connaissance avec M. McMahon. Il ne vit plus que sourires et courbettes autour de lui. Il se sentait enveloppé dans un effluve de grandeur vertigineuse. Sa froideur habituelle l'abandonna. Champagne pour ces types-là, commanda-t-il au garçon, en désignant un groupe de la main. Champagne là-bas, champagne aux 3 types qui sont à côté de la plante verte. Dites-leur que c'est ma tournée, sacré tonnerre, allez, champagne pour tout le monde. Le garçon se permit de murmurer qu'il était peut-être contraire à la dignité de la maison et de sa clientèle d'exécuter de tels ordres. Bon, ça va, répondit Billy, n'en parlons plus si c'est contraire au règlement. Je me demande tout de même s'il ne devrait pas envoyer une bouteille à mon ami Van Winkink. Non? Bon. Eh bien, en tout cas, il en coulera ce soir au café. Je vous dis que ça. Il en coulera tellement que ceux qui viendront après midi marcheront sûrement dedans. Billy McMahon était heureux. Il avait serré la main de Cortlandt Van Winkink. La grande automobile gris pâle, avec ses accessoires nickelés reluisants, détonnait violemment au milieu des camions, des voitures à bras et des tas d'ordures de la rue d'Eastshide, où elle était engagée. Et Cortlandt Van Winkink, avec son visage blanc aristocratique, ses mains fines, détonnait lui aussi, tandis qu'il conduisait prudemment sa voiture parmi les groupes de gamins déguenillés qui trottaient dans la rue comme des rats.
et Miss Constance Schuller, une jeune fille d'une beauté sévère et ascétique, qui était assise auprès de lui, ne détonnait pas moins. Oh, Cortland, murmura-t-elle, n'est-il pas triste que des êtres humains soient obligés de vivre dans une telle misère, dans un tel dénuement? Et vous, comme il est noble à vous d'avoir pensé à eux, de leur consacrer votre temps et votre argent pour tâcher d'améliorer leurs conditions. Van Winking dirigea sur elle ses yeux solennels. Je ne puis, dit-il tristement, faire que peu de choses. La question est vaste et elle est du ressort de la société. Mais cependant, l'effort individuel ne doit pas être négligé. Regardez, Constance, dans cette rue, je vais faire installer des soupes populaires où tous ceux qui auront faim pourront venir se rassasier. Et dans cette autre rue là-bas, tous ces vieux immeubles que vous voyez, ces taudis, ces foyers de maladie et de misère, je vais les faire raser et en faire bâtir d'autres à la place. La grande auto gris pâle s'engagea lentement dans Delancey Street. Sur son passage, des couvées chancelantes de gamins échevelés, pieds nus, sales, émerveillés, s'envolaient. L'auto s'arrêta devant une drôle de vieille maison en briques, malpropre et bancale. Van Winking descendit pour examiner de plus près l'un des murs qui semblait pencher dangereusement. Sur le seuil de l'immeuble apparut un jeune homme qui semblait résumer toute la décrépitude, la saleté et la misère de la maison. Un jeune homme à la poitrine étroite, au visage pâle et maladif. Il descendit les quelques marches du perron en tirant des bouffées de sa cigarette. Obéissant à une impulsion soudaine, Van Winking s'avança vers lui, saisit cordialement la main de cet être qui lui paraissait un vivant reproche. « Je suis heureux de vous connaître, vous et vos camarades, dit-il sincèrement. Je vais vous aider autant que je le pourrai. Nous serons amis. » Tandis que l'auto repartait lentement, Cortlandt Van Winking se sentait au cœur une sensation d'agréable chaleur inaccoutumée. Il était tout près de se sentir heureux. Il avait serré la main d'Heikes Lilgolfritz.